Chapitre CL8 Représentation 3D des molécules. Dans ce chapitre, nous allons voir comment on peut, à partir de la représentation de Lewis, prévoir comment les atomes d'une molécule vont s'organiser dans l'espace et prévoir également, dans une certaine mesure, les valeurs des angles de liaison. Grand A, rappel sur la structure de Lewis. Petit 1, représentation de Lewis des atomes. La structure de Lewis d'une molécule est un mode de représentation permettant d'établir une structure stable pour cette molécule en se basant sur la façon dont les électrons de valence se répartissent entre les atomes qui la constituent. Pour déterminer le nombre d'électrons de valence de chaque atome, il faut procéder par étapes. Dans un premier temps, on va repérer pour chaque élément le numéro de la colonne du tableau périodique où il se trouve. Par exemple la colonne 1 pour l'hydrogène, la colonne 4 pour le carbone, etc. Le numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons de valence de l'atome. Cependant, il faudra penser à ajouter des électrons si on a affaire à un anion ou à soustraire des électrons dans le cas d'un cation. Ensuite, on représente un à un les électrons autour de l'atome en les plaçant aux points cardinaux. S'il y a plus de 4 électrons de valence, après avoir fait un premier tour, on va rassembler l'électron supplémentaire en formant des paires, qu'on appelle des doublets non-lions. Une exception toutefois, dans le cas des atomes de petits numéros atomiques, lorsque le numéro atomique est inférieur ou égal à 3, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, on s'arrête à 2 électrons, c'est-à-dire à un doublet non-lion. Dans ce tableau, on va écrire la représentation de Lewis des principaux éléments qui constituent les molécules organiques. Hydrogène, carbone, azote, oxygène, ainsi que les halogènes, fluor, chlore, brome, etc. L'hydrogène est dans la première colonne du tableau périodique, il a donc un électron de valence. Le carbone en a 4, quatrième colonne, l'azote 5, l'oxygène 6. Les halogènes sont tous dans la septième colonne, ils ont donc 7 électrons de valence. Pour déterminer le nombre d'électrons de valence des monoanions, mono 1, anion charge négative, on va ajouter un électron au nombre d'électrons de valence de l'atome. H- aura donc 2 électrons de valence, C-5, N-6, O-7, et les halogènes, sous forme anionique, F-, Cl-, Br-, auront 8 électrons de valence. En ce qui concerne le monocation, H+ aura donc un électron de moins que sa forme atomique, donc il aura 0 électron de valence, C+ 3, N+ 4, O+ 5, et les halogènes sur leur forme positive 6. Pour écrire la représentation de Lewis d'un atome, on va tout d'abord écrire le symbole de l'élément autour duquel on placera des points qui représentent les électrons de valence. L'hydrogène a un électron de valence, donc là on placera un point à côté du symbole de l'hydrogène. Le carbone a 4 électrons de valence, donc on placera 4 points au niveau des points cardinaux autour du symbole de l'atome de carbone. En ce qui concerne l'azote, il a 5 électrons de valence. Donc après avoir placé les 4 premiers, on appariera le cinquième avec un des électrons de valence déjà placés, donc ce qui formera un doublet non-liant. Donc l'atome d'azote a un doublet non-liant, 3 électrons célibataires. L'atome d'oxygène se retrouve avec 2 doublets non-liants, 2 électrons célibataires. Les atomes d'halogène avec 3 doublets non-liants, 1 électron célibataire. On va procéder de la même façon avec les anions, à ceci près que concernant l'hydrogène, il n'accepte pas 4 doublets, il faut s'en rappeler, mais un seul. Donc après avoir placé le premier électron, lorsqu'on placera le deuxième, on placera directement un doublet. Pour les autres, ils suivent la règle classique, et on procédera de la même façon pour donner la représentation des cations. Petit 2, représentation Lewis de molécules simples. Si on souhaite écrire la représentation de Lewis d'une molécule, et non plus d'un atome, il faut avoir en tête la règle de l'octet. C'est une règle de stabilité qui dit que les atomes cherchent à avoir le même nombre d'électrons de valence que le gaz rare dont ils sont le plus proches dans la classification périodique. Ainsi, l'hydrogène, qui est proche de l'hélium, cherche à avoir comme lui 2 électrons de valence sur sa couche externe. On dit qu'il respecte la règle du duet, pour 2. Les autres atomes sont plus proches de gaz rares qui ont 8 électrons sur leur couche externe. Ils vont donc respecter la règle de l'octet, pour 8. Comme les atomes n'ont pas assez d'électrons pour respecter ces règles,
ils vont chercher à mettre en commun leurs électrons avec d'autres atomes au sein de liaisons covalentes. Une liaison covalente est un doublet d'électrons qui est formé par la mise en commun de deux électrons portés chacun par l'un des atomes impliqués dans la liaison. Un atome est stable s'il est entouré de 4 doublets liants ou non liants, pour l'hydrogène, un seul. On va tracer la représentation de Lewis de deux molécules très simples, la molécule de méthane, CH4, et la molécule de dioxyde de carbone, CO2. On va commencer par le méthane en écrivant la représentation de Lewis de tous les atomes qui constituent la molécule. Je vous invite à essayer de le faire par vous-même et de mettre la vidéo en pause. Vous voyez que j'ai placé tous les atomes, les 4 hydrogènes, ainsi que l'atome de carbone. J'ai placé l'atome de carbone au centre, parce que dans la mesure où il forme 4 liaisons, il est plus logique de le mettre au centre de la structure et de mettre les atomes d'hydrogène qui ne forment qu'une seule liaison aux extrémités. Dans un deuxième temps, on va former des liaisons covalentes entre les atomes pour que chacun respecte la règle de l'octet ou du duet. On va matérialiser ces liaisons covalentes par des doublets liants, des traits, qui vont relier les électrons de valence de deux atomes. À noter que tous les atomes de la molécule doivent être reliés entre eux, c'est-à-dire qu'il doit exister un chemin qui, partant de n'importe quel atome de la molécule, permette d'atteindre n'importe quel autre atome en passant à travers les différentes liaisons. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire la représentation de Lewis de la molécule de méthane en traçant les liaisons covalentes. Vous voyez qu'il est très simple de tracer la représentation de Lewis puisque je vais relier les électrons de valence de l'hydrogène et du carbone. Comme cette structure est un peu brouillonne, dans la mesure où on a les traits de construction, on préfère donner la réponse finale sous la forme d'une structure plus épurée. On vérifie au passage que le carbone a bien 4 doublets, il est entouré de 4 doublets, et l'hydrogène n'est entouré que d'un doublet. Le carbone respecte la règle de l'octet, l'hydrogène respecte la règle du duet. Maintenant, on va procéder de la même façon avec la molécule de dioxyde de carbone. Donc, à nouveau, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à reprendre les deux mêmes étapes pour écrire la représentation de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. Encore une fois, on a placé l'atome de carbone au centre et les atomes d'oxygène aux extrémités. Lorsqu'on cherche à relier par des doublets liants ces atomes, eh bien on constate qu'on obtient des doubles liaisons. Chaque atome d'oxygène est lié 2 fois à l'atome de carbone. Encore une fois, on termine en donnant une structure plus épurée, sans les traits de construction. Donc on voit ici que l'atome de carbone est bien entouré de 4 doublets, 2 doubles liaisons avec chaque oxygène, et les oxygènes ont chacun 2 doublets non liants et 2 doublets liants. Ils respectent donc bien tous la règle de l'octet. Petit 3, quelle molécule plus complexe? Donc, quand je parle de molécules complexes, j'entends soit des anions polyatomiques, soit des cations polyatomiques. Et j'entends également des molécules dont la structure de Lewis n'est pas possible à tracer en suivant les règles qu'on a vues dans le point précédent. Dans ces cas-là, la solution consiste souvent à faire intervenir les formes ioniques des atomes. Alors attention, hein, il faut que la charge globale de la molécule soit respectée, donc si on enlève des électrons à un atome, il faut en ajouter à un autre. On n'y arrive pas toujours du premier coup, il faut parfois faire plusieurs essais, mais en tout cas, lorsque plusieurs formes sont possibles, il faut toujours privilégier la plus simple, c'est-à-dire une forme linéaire et non une forme cyclique. On va voir le cas du cation dioxyde d'azote, NO2+. Donc, première étape, on écrit la représentation Lewis de chacun des atomes de la molécule. Et on considère deux cas de figure. Est-ce que la charge positive est portée par un atome d'azote, c'est-à-dire qu'on a une liaison entre un cation à N+, et deux atomes d'oxygène, ou est-ce que la charge est portée par un atome d'oxygène, et dans ces cas-là, on a une liaison entre un cation oxygène au plus, un atome d'azote et un atome d'oxygène. Bien, on va chercher une représentation qui colle, c'est-à-dire qu'on va d'abord écrire la représentation de Lewis des atomes et des ions, et on va essayer de les relier par des liaisons covalentes. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer
dans les deux cas de figure, de faire la représentation Lewis. Vous voyez qu'on obtient deux formes possibles. Une première qui est une forme linéaire, où l'atome d'azote est au centre et relié par des doubles liaisons aux atomes d'oxygène, et une seconde forme qui est une forme triangulaire, cyclique, extrêmement tendue, et cette seconde forme est très peu probable. Donc on choisira comme représentation de Lewis la forme linéaire. On va voir deux autres exemples. Tout d'abord le cas d'un anion, le dioxyde d'azote, mais cette fois-ci la forme anionique, NO2-, ainsi qu'une molécule neutre, l'ozone, de formule brute O3. À nouveau, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer par vous-même de trouver la représentation de la Lewis la plus probable pour chacune de ces molécules. On voit qu'il y a deux possibilités pour le dioxyde d'azote. On choisira une nouvelle fois la forme linéaire, et de la même façon, pour l'ozone, il y a deux possibilités. Là encore, on choisit la forme linéaire. Et vous voyez qu'il s'agit d'une molécule neutre, mais pour pouvoir la tracer facilement, on est obligé de faire apparaître des charges sur deux des atomes d'oxygène. Après ces rappels sur la représentation de Lewis des molécules, on va voir maintenant comment on peut représenter la géométrie des molécules organiques. Donc grand B, représentation 3D des molécules, et petit 1, représentation de Crame. La représentation de Crame, c'est une convention qui permet de représenter dans le plan d'une feuille des molécules organiques qui, elles, sont en 3 dimensions. Donc je vous ai mis deux représentations Lewis, celle de l'ammoniac NH3 et celle du méthane CH4. Et à côté de ces représentations de Lewis, je vous ai mis la représentation spatiale, la modélisation 3D des molécules. Et vous voyez que bien, ce qui n'apparaît pas sur la représentation de Lewis, c'est que ces molécules ne sont pas planes et que leurs angles ne sont pas de 90 degrés dans le cas du méthane, mais beaucoup plus proches de 120 degrés dans la modélisation 3D. Donc la question, c'est comment va-t-on représenter dans le plan ces molécules sans perdre d'informations sur leur géométrie? Alors, pour ça, on va utiliser la représentation de Crabbe. En quoi consiste-t-elle? Tout d'abord, on va représenter un maximum d'atomes dans le plan de la feuille. Ici, par exemple, pour l'ammoniac, on voit que on peut représenter deux des hydrogènes et l'atome d'azote dans le plan de la feuille. Et l'un des atomes d'hydrogène sera soit en avant de la feuille, soit en dessous de la feuille. Et pour ça, on va utiliser une convention de représentation avec un triangle plein s'il est en avant de la feuille et un triangle hachuré s'il est en arrière de la feuille. Pour le méthane, on ne pourra représenter que un carbone et deux hydrogènes dans le plan de la feuille. Pour les deux autres hydrogènes, ils seront l'un au-dessus et l'autre au-dessous du plan. Donc je donne la représentation de Crame de ces deux molécules et vous voyez que on a deux hydrogènes qui sont au-dessus du plan et un hydrogène qui est en dessous du plan dans le cas du méthane. On va faire une petite application. Donc voici 4 molécules dont on donne la représentation Lewis ainsi que la modélisation en 3D et je vous invite à écrire leur représentation de Crame. Vous avez 2 minutes et s'il vous faut plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo.
Comme vous pouvez le voir, mes représentations de Crame sont très épurées. Tout simplement parce que la représentation de Crame, si on représente tous les atomes de la molécule, peut être très difficile à interpréter. Donc on choisit d'utiliser une représentation topologique des molécules. Elles ne comprennent pas les doublets non liants, elles ne comprennent pas non plus les atomes de carbone, qui sont représentés par des brisures de lignes, ni les atomes d'hydrogène si ceux-ci ne sont pas pertinents du point de vue de la géométrie. Ainsi, sur la première molécule, sur l'atome de carbone du haut du cycle, celui qui est lié au chlore, vous voyez que je n'ai pas représenté l'atome d'hydrogène. Tout simplement parce que si le chlore est en dessus du plan, l'atome d'hydrogène sera forcément en dessous du plan. Donc je n'ai pas besoin de le représenter, sa position se déduit de celle du chlore. Je l'ai représenté pour la molécule du dessous, tout simplement parce que dans CH3, seuls les hydrogènes sont présents. Donc il faut que je les représente tous dans ces cas-là. C'est pour les mêmes raisons que j'ai représenté tous les hydrogènes dans la molécule d'éthane. Il n'y a pas d'autres atomes de l'hydrogène que l'hydrogène, donc si je voulais représenter la géométrie de la molécule, il fallait que je représente les atomes d'hydrogène. Pour la dernière molécule, je n'ai pas représenté l'hydrogène qui est lié au carbone, puisque comme le chlore est en dessus du plan, l'atome d'hydrogène est forcément en dessous du plan. Par contre, j'ai dû représenter ceux qui sont liés à l'azote, parce que si je ne les représente pas, je n'ai pas moyen de savoir où ils sont. La méthode VSEPR est une méthode prédictive qui permet d'estimer les valeurs des angles de liaison autour d'un atome central. Donc, elle repose sur le fait que si d'un atome central partent plusieurs liaisons, ces liaisons étant constituées d'électrons, ce sont des liaisons covalentes, elles vont se repousser les unes les autres. La géométrie la plus stable sera celle pour laquelle les angles entre les liaisons sont les plus grands possibles. Donc par convention, on va noter X les groupes d'atomes auxquels est lié l'atome central et A l'atome central. Le type VSEPR va s'écrire AX2 par exemple si l'atome central est lié à deux atomes ou groupes d'atomes. AX3 s'il est lié à trois atomes ou groupes d'atomes. Ainsi, la molécule de dioxyde de carbone, CO2, est de type AX2, puisque l'atome de carbone est lié à deux atomes d'oxygène. On veut que l'angle entre les liaisons soit le plus grand possible. Pour qu'il soit le plus grand possible, il faut que les deux atomes d'oxygène soient de part et d'autre de l'atome de carbone, ce qui fait un angle de 180 degrés. On parle d'une géométrie digonale. Dans H3O+, l'atome central est cette fois-ci l'oxygène, et les atomes auxquels est lié l'atome central sont les atomes d'hydrogène. Elle est de type AX3. Pour que les liaisons HOH soient les plus grandes possibles, eh bien, on peut envisager une forme où les atomes d'hydrogène forment un triangle. On parle de géométrie trigonale. Et dans ces cas-là, l'angle HOH vaut 120 degrés. En ce qui concerne le méthane, la géométrie est de type AX4. Alors, comment envisager le plus grand angle de liaison possible pour l'angle HCH? Dans un premier temps, on peut penser à un angle de 90 degrés. Cependant, il faut envisager les choses dans l'espace, et l'angle le plus grand possible est obtenu dans le cas où les hydrogènes forment un tétraèdre dont le centre est occupé par l'atome de carbone. Dans ces cas-là, l'angle HCH vaut 109,5 degrés. Donc la molécule n'est pas plane, c'est ce qu'on a vu dans le cas de la méthode de Crame, mais elle est tétragonale. Le terme VSEPR est un acronyme anglais qui se traduit en français par répulsion des paires électroniques de valence, c'est-à-dire des doublets, qu'ils soient liants ou non liants. Dans les trois exemples précédents, j'ai fait attention à choisir des cas où l'atome central ne comportait pas de doublets non liants. Cependant, il faut bien comprendre que les doublets non liants sont constitués d'électrons eux aussi, et par conséquent, ils vont contribuer à la répulsion de la même façon que les liaisons. Ils vont même exercer un effet répulsif plus important puisque, étant plus proches de l'atome central, ils vont repousser davantage les liaisons que les liaisons se repoussent entre elles. Alors, ça peut paraître compliqué, donc on va formaliser ça un peu et donner des exemples. On va noter E, les doublets non liants de l'atome central. Le type VSEPR va donc s'écrire AX petit p, E petit q. P sera le nombre de groupes d'atomes ou d'atomes auxquels est lié l'atome central, et petit q le nombre de doublets non liants de l'atome central. Les doublets non liants
vont se comporter comme des liaisons fantômes, c'est-à-dire que les atomes vont se répartir autour de l'atome central, comme si celui-ci était lié à P plus Q, groupe d'atomes. Donc, si la somme des nombres P et Q, c'est-à-dire du nombre de doublets non liants et du nombre de groupes d'atomes liés à l'atome central, est égale à 2, on se retrouve dans un cas classique, celui de CO2 ou autre. Dans ces cas-là, on a une géométrie diagonale, pas de problème. De la même façon, s'il n'y a pas d'atome central, on se retrouve pour n égale 3 dans le cas de H3+, pour n égale 4 dans le cas du méthane. En présence de doublets non liants, par exemple dans le cas de l'ozone, l'ozone est une molécule de type AX2E1. X2 car l'atome central, l'atome d'oxygène, est lié à deux autres atomes d'oxygène, E1 parce qu'il possède un doublet. Il va donc se comporter comme s'il était lié à trois atomes, c'est-à-dire qu'il va adopter une géométrie trigonale avec des angles de 120 degrés entre les atomes. En fait, pas tout à fait 120 degrés. Si vous regardez précisément, l'angle est légèrement inférieur à 120 degrés, tout simplement parce que l'effet répulsif du doublet est plus important. Pour l'ammoniac est une molécule de type AX3E1. X3 car l'atome d'azote est lié à trois atomes d'hydrogène, E1 parce que cet atome d'azote comporte un doublet. Il va adopter une géométrie tétragonale. L'angle entre les atomes d'hydrogène et l'atome d'azote sera un peu plus petit que les 109,5 habituels, tout simplement à cause de l'effet répulsif supplémentaire du doublet qui va avoir tendance à refermer le parapluie. Enfin, pour la molécule d'eau, l'atome d'oxygène comporte deux doublets. Il est lié à deux hydrogènes, donc il est de type AX2E2. Cette fois-ci, l'angle va être encore plus petit que les 109,5. On verra en TD sa valeur exacte. Donc ce qu'il faut bien retenir sur la méthode VSEPR, c'est qu'elle permet d'expliquer des angles anormalement faibles, elle permet de donner un ordre de grandeur de l'angle, mais elle ne permet pas de faire des prédictions extrêmement précises, simplement d'avoir une idée des angles de liaison.